parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Et oui, on commence enfin. Enfin, vous l'attendiez, vous l'aviez réclamé à corps et à cri. Et donc, me voilà pour vous le... enfin, voilà, j'en rajoute un... Bon, bref, on s'en fiche. Donc, Star Wars 4, que vous aviez réclamé à corps et à cri, est arrivé. Cette rétrospective Star Wars commence enfin. C'est donc par l'épisode 4 que j'ai choisi de commencer, réalisé par George Lucas, sorti le 19 octobre 1977, et je l'avais vu, je pense, quand j'étais petit, à la télé, je pense, sur une bonne vieille VHS, à mon avis, d'un de mes potes, d'un de mes meilleurs potes, je pense, et en français, évidemment. À l'époque, les VHS en VO, il n'y en avait pas des masses, j'imagine. Il devait y en avoir de Star Wars, mais il n'y en avait pas des masses. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc Star Wars. Alors c'est le début de ma rétrospective un peu putaclic, hein, puisque voilà, le Star Wars 9 va sortir. C'est le moment, hein, il va sortir le 18 décembre 2019. La fin ultime de la saga, paraît-il. En tout cas, la fin pognon dans un premier temps, puisqu'il y a déjà un projet qui avait eu comme créateur les deux auteurs de la série Game of Thrones, Benioff et je sais plus le nom des deux, les D&D comme on les appelle, les deux David Benioff et l'autre, je sais plus, et qui a finalement été annulé. Je pense dû notamment parce qu'il y a eu un tollé autour de la fin de Game of Thrones, je reviendrai là-dessus, c'est un sujet en soi dans un podcast un jour ou l'autre, et je pense qu'ils se sont fait plus ou moins virer du truc petit à petit. Bon, ils sont déjà sur d'autres projets, hein, c'est des mecs qui vont cartonner pendant un petit moment. Game of Thrones, ça a quand même été un succès exceptionnel à la télévision, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi pour de vraiment très bonnes, je trouve, j'en reviendrai là-dessus, c'est un phénomène en soi, Game of Thrones, on en parlera à l'occasion. Et donc, voilà, la sortie de Star Wars 9 le 18 décembre 2019, donc ce qui serait cool, ce serait de réussir. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, alors que j'enregistre, donc à peu près dans un mois, à un jour près, le dernier épisode sort. Ce serait cool de réussir à avoir fait la critique des 8 premiers films avant. On se lance un petit défi, on va rigoler un petit peu, hein, tous ensemble. On va déjà commencer et voir si ça vous plaît. Donc, Star Wars, c'est une rétrospective un peu délicate, c'est un immense phénomène culturel. Des films évidemment, des livres, des BD, de jeux vidéo, des parcs d'attractions, du merchandising de tous les côtés, des jouets, enfin bon, la totale, il y a eu de tout Star Wars, il y a de l'essence Star Wars probablement, enfin bon bref. La totale, vraiment un emblème de ce qu'est la culture populaire et de sa puissance. Et aussi de ce que son fanatisme peut mener. C'est assez extraordinaire le poids symbolique de Star Wars dans la culture mondiale au jour d'aujourd'hui. Avec énormément de fans qui ont écrit eux-mêmes autour de l'œuvre, créant ainsi deux univers différents, l'univers canon et ce qu'on appelle l'univers étendu. Et oui, c'est comme moi, vous n'êtes pas un fan de Star Wars, vous ne le saviez pas, mais beaucoup de gens m'ont fait découvrir ça ces dernières années, je leur remercie d'ailleurs beaucoup, en me parlant notamment des livres que des fans avaient écrits, qui avaient finalement été inclus dans l'univers Star Wars, des bandes dessinées aussi qui ont développé l'histoire des personnages, des secondaires des films, mais aussi qui ont créé leurs propres personnages, donc qui ont encore étendu l'univers étendu. Et donc c'est aussi un univers Star Wars qui a dû à ses fans beaucoup de matière, comme je vous disais avant, des livres, mais aussi des documentaires, des vidéos YouTube en streaming, à ne plus savoir quoi en faire. Il y a vraiment énormément de matière culturelle autour de Star Wars, beaucoup d'histoires passionnantes aussi autour du tournage et des différentes personnes qui ont participé, aussi bien George Lucas, Steven Spielberg, enfin toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à Star Wars, et les acteurs principaux qui ont été littéralement marqués au fer rouge toute leur vie de ces trois rôles, hein, évidemment Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, Carrie Fisher dans le rôle de Leia Organa et la princesse Leia, et bien sûr Harrison Ford dans le rôle de Han Solo, merci, dans le rôle de Han Solo, donc, etc. L'acteur qui a joué aussi Chewbacca, j'ai oublié son nom, zut, Peter Mayhew aussi, qui a été marqué toute sa vie par ça, qui est mort cette année malheureusement, paix à son âme, qui était un mec très drôle, très sympathique sur Twitter, notamment. Et donc voilà, enfin tous ces acteurs ont été extrêmement marqués par leur rôle. Je vous renvoie tout de suite à des vidéos très intéressantes sur YouTube, notamment sur la vie de Carrie Fisher. Carrie Fisher qui avait des soucis de santé, notamment mentaux, qui avait une sorte de bipolarité, je sais plus quelle maladie elle a, je crois qu'elle était bipolaire, et qui a eu beaucoup de mal à survivre pendant une période de sa vie au personnage de Leia. On lui a renvoyé toute sa vie, elle a avancé en âge, et les gens s'attendaient à tomber sur Leia, la princesse Leia, et ils tombaient à chaque fois sur Carrie Fisher, 40, 50 ans, 60 ans, enfin voilà quoi, une femme, tout simplement. Et elle n'était jamais au niveau de ce monstre sacré qui était devenu le personnage de Leia.
Il y a un très beau documentaire sur YouTube, j'ai oublié le nom de cette chaîne, je vous la mettrai dans les liens, qui parle donc de cette biographie, de la vie de cette femme assez extraordinaire, honnêtement. Je connaissais pas la vie de Carrie Fisher, c'est assez formidable. Je vous conseille de vous intéresser aussi à Mark Hamill, qui a pris Luke Skywalker, est devenu notamment un sacré acteur de doublage et qui a fait la fameuse voix de l'extraordinaire Joker de la série, du dessin animé bien sûr de Bruce Timm, fin des années 80, début des années 90, extraordinaire dessin animé de Batman, probablement la meilleure adaptation de Batman télévisuelle jamais faite. Et il a fallu des années avant qu'on ait des adaptations de cinéma qui arrivaient à se mettre au niveau, hein, très honnêtement. Et donc la voix originale, dans la version originale, c'était Mark Hamill qui la faisait, avec ce rire assez extraordinaire. Il faut le voir doubler le personnage, il faut l'entendre doubler le personnage, il a vraiment pris son pied. Et pour moi, c'est un acteur qui a su se détacher de Luke Skywalker grâce à ces opportunités-là, en partant clairement du cinéma, en faisant un peu de télé, parfois du cinoche, mais clairement en allant vers le doublage, en devenant vraiment une star du doublage en quelque sorte, pour peu qu'on s'y intéresse. Un gars assez extraordinaire, et je vous parle pas bien sûr d'Harrison Ford qui a ensuite eu une carrière solo assez extraordinaire. Tiens, j'ai même pas fait exprès en plus. #van à 2 francs inconsciente. Donc une carrière personnelle très forte ensuite, il est devenu un gros acteur bankable dans les années 90 avec Indiana Jones et tout ça. Il est aussi sorti de ces personnages-là. Dans les années 90, il y a eu quand même pas mal de films qui ont bien marché avec lui. Je crois que c'était le Fugitif notamment, qui était pas mal du tout. Enfin, plusieurs films comme ça qui étaient assez sympathiques avec lui. Donc voilà, tout ça pour dire, Star Wars c'est vraiment huge, c'est énorme. Très difficile de brasser tout ça, très difficile de parler de tout, et je ne suis pas un fan, je suis très loin de tout connaître sur Star Wars. J'ai suivi essentiellement les films, et un tout petit peu les dessins animés, notamment avec... il y avait eu deux dessins animés d'1h30 sur Clone Wars, notamment en animation flash, qui était réalisé par mon ami Genndy Tartakovsky, et j'avais beaucoup aimé son taf là-dessus. Genndy Tartakovsky, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'il a réalisé notamment, je crois, les Hôtel Transylvanie, qui ont eu un petit succès tout à fait sympathique, des films qui me branchent franchement pas plus que ça. Mais par contre, son taf... il est connu pour être un sacré storyboarder et un sacré monteur de scènes d'action notamment. Il avait notamment storyboardé la scène de fin d'Iron Man 2, toute la bataille de Iron Man avec les plusieurs robots, #spoiler, désolé, et qui est une super scène qui est vraiment hyper fun et qui sauve beaucoup le film d'ailleurs. Pour revenir un petit coup sur Iron Man 2, il serait temps que je fasse mon blog sur la trilogie Iron Man, maintenant qu'Iron Man est... Non, je vais pas le dire parce que je ne veux pas spoiler, je suis comme ça, je ne spoilerai pas. Mais bon, voilà que maintenant qu'Iron Man, a priori, il n'y aura plus de film avec lui. Alors, il paraît que maintenant, si, mais jusqu'à dernièrement, on disait que non. Et donc, cette scène de fin sauvait vachement toute la scène d'action. Et mon ami, le réalisateur de Iron Man 1 et 2, Happy Hogan, bon, ça me revient pas, tant pis. Jon Favreau, merci. Jon Favreau avait eu l'intelligence de faire appel à lui, et donc d'avoir une scène de fin très dynamique. Ce qu'on avait beaucoup critiqué dans Iron Man 1, où ça manquait un petit peu de pep. C'était sympa, c'était le premier film, donc ça se remarquait pas trop, mais c'était pas top. C'était ça manquait pas mal de dynamisme, et donc Genndy Tartakovsky avait amené ça, et Genndy Tartakovsky avait réalisé cet excellent épisode de Clone Wars, qui en fait était un dessin animé qui faisait la liaison entre Star Wars, l'attaque des clones, et la revanche des Sith, et je trouvais que c'était brillant, parce que grâce à ce dessin animé, j'avais beaucoup plus apprécié la revanche des Sith, qui m'avait laissé relativement froid, mais je reviendrai dessus quand je ferai une critique plus précise sur la revanche des Sith. Donc voilà un petit peu comment j'ai connu le phénomène. Les films, essentiellement, un peu les dessins animés, mais j'ai pas vu tous les dessins animés, tous les films d'animation, tous les livres, enfin toutes les BD, c'est vraiment un univers immense. J'ai apprécié, mais je suis vraiment pas fan, voire même, je suis assez critique en fait sur les films Star Wars. Et comme j'étais assez critique aussi sur les films Star Wars, et que l'année dernière, je viens juste de finir ma rétrospective sur les films Harry Potter, où je suis relativement critique aussi, et j'ai l'impression que ça s'est senti au nombre de likes qui a fondu, littéralement, sur ma dernière vidéo des Harry Potter. C'est pas grave, je vous en veux pas, hein. Mais au contraire, mais j'aimerais bien des avis argumentés, hein. Si vous trouvez que j'ai dit n'importe quoi sur les Harry Potter, je serais très curieux de connaître en quoi j'aurais pu dire des bêtises ou me tromper, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas. Mais en l'occurrence, je suis un peu dans la même attitude avec les Star Wars. J'ai bien aimé, ça fait un peu plus partie de mon enfance et de mon adolescence. Forcément, j'étais très vieux quand les Harry Potter sont sortis, donc c'est un peu difficile à comparer, mais j'ai vraiment jamais été fan. Et donc,
je fais cette grande rétrospective parce que j'aimerais avoir un regard un peu plus aiguisé sur la série. Vous avez vu sur les Harry Potter, j'étais au départ très critique sur David Yates et j'ai quand même pas mal changé mon avis au fur et à mesure des films. J'étais du genre à voir un petit peu Alfonso Cuarón loin devant avec Harry Potter 3 et finalement, sur la fin de la rétrospective, je trouvais que c'était pas mal ce qu'il avait fait le copain Yates. Je dirais même que le 6 était pour moi clairement le deuxième meilleur film Harry Potter. Donc, tout ça pour dire, je suis content de faire ces rétrospectives parce que ça me permet de vraiment progresser dans mon regard sur le cinéma et sur des séries que j'avais peut-être un peu caricaturées parce qu'elles étaient trop populaires, parce que je les avais pas vraiment bien regardées. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de faire un peu la même chose avec Star Wars. Et donc, il faut que je m'explique un peu. Pourquoi je commence avec Star Wars 4 ? Parce que c'est l'ordre de sortie des films au cinéma. Je sais que c'est un peu limite, puisque l'histoire n'est pas construite comme ça, mais ça me paraissait plus cohérent, dû à l'évolution très technique qui est franchement terrible entre la première trilogie, qu'on appelle entre fans la nostalgie, et la deuxième trilogie, qui est la trilogie des origines, qui est sortie au début des années, fin des années 90, début des années 2000. Et je trouve que ça rend un petit peu, alors je vais exagérer, mais ça rend un peu impossible, je mets de gros guillemets, de regarder vraiment dans l'ordre. Notamment parce que Star Wars 4, je trouve, fait plutôt tâche quand on enchaîne la revanche des Sith avec Star Wars 4. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu en deçà, mais je reviendrai là-dessus quand je ferai ma critique de la prélogie. Je pense que c'est plus intéressant à voir dans ce sens-là. Et je vais vous parler de Star Wars 4 un peu sans trop l'introduire à ce niveau-là, mais vous allez comprendre petit à petit en suivant la rétrospective. Et oui, vous allez devoir vous m'écouter pendant plus de 4 ou 5 heures, et comme vous adorez ça, comme vous aimez entendre ma voix suave, ma voix suave et délicate au creux de vos oreilles, n'est-ce pas ? Bref, tout ça pour dire, vous allez m'écouter un sacré paquet si vous voulez suivre cette rétrospective, et je vous en remercie du fond du cœur. Donc, même si l'expérience aurait été intéressante de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. Et on parlera de toute façon du 4, 5, 6 en parlant du 1, 2, 3, vous inquiétez pas, on va faire des allers-retours. Ça va vite devenir incompréhensible si vous connaissez pas tous les films. Hashtag mes rétrospectives, ça va rien, parce qu'au final je spoil tout, hein, oui c'est très important, je vais spoiler comme un salaud. Et en plus, ça devient de la critique de critique, puisque je parle de plusieurs films en une seule fois. À chaque fois avec un film central. Ça commence à faire beaucoup comme devoir pour écouter juste un pauvre podcast d'un mec qui parle trop, mais qui se parle aussi tout seul, très probablement. Merci d'être là pour me éviter que mon problème devienne clairement et aux yeux du monde entier autistique. Donc, c'est un choix personnel de revoir la trilogie 1 sans le background de la trilogie 2. J'essaie d'avoir le regard le plus frais possible en fait sur la trilogie 1 parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et j'aime bien cette idée, j'aime bien l'idée de les revoir de manière un peu fraîche en me disant est-ce que c'est encore regardable aujourd'hui ? Pour moi c'est la vraie question. Cette première trilogie, est-ce qu'elle est encore vraiment regardable ? Est-ce qu'elle marche encore ? Est-ce que je trouve que ça fonctionne globalement ou par morceaux ou plus du tout ? J'aime bien l'idée de partir là-dessus parce que elle reste, c'est pas pour rien qu'on l'a appelée la nostalgie, c'est parce qu'elle est vraiment devenue une sorte de mythe inattaquable qu'on ne devait plus critiquer aux yeux des fans. À tel point qu'ils ont même utilisé cette première trilogie comme une arme contre George Lucas, quand George Lucas s'est mis sur la deuxième trilogie. Donc, moi, ça reste toujours un phénomène que je trouve assez passionnant, mais j'en parlerai quand on attaquera cet épisode très, très, très critiqué, qui est le tout premier épisode, dont j'ai oublié le nom, la menace fantôme. Oui, voilà, The Phantom Menace. Alors, je vais essayer d'aller au-delà de l'époque, au-delà de la nostalgie, pour avoir un regard un peu plus aiguisé là-dessus. Je tiens à rajouter aussi que c'est la version Blu-ray de 2011, avec les nouveaux effets spéciaux, les nouvelles séquences et les personnages ajoutés que je vais critiquer, non pas la version originale. Si vous voulez voir quelqu'un qui a fait un excellent travail, mais vraiment balèze, que j'aurais jamais fait de toute façon, je suis pas assez fan, ou j'ai juste pas les moyens, que les choses soient claires, de comparaison entre les différentes versions et les éléments forts qui ont été critiqués par les fans, je vous conseille d'aller voir évidemment les vidéos de Durandal, encore une fois, et oui c'est lui, c'est un petit peu la bible maintenant sur YouTube en France, je trouve qu'il a fait vraiment un super taf au niveau de l'audiovisuel et notamment sur ses grosses séries. Et il a notamment parlé des différents effets dont je vais vous parler un petit peu après, mais qui il allait un peu plus loin avec du comparatif image par image, c'est très intéressant. Je vous conseille d'aller voir ça. Moi perso, je regarde cette version parce que c'est la dernière version adoubée par le réalisateur. Donc c'est
une évolution logique de George Lucas. À chaque fois quand il a sorti La Menace Fantôme, il a sorti une nouvelle collection VHS où il avait de nouveau corrigé des choses, du montage et ainsi de suite. En 2004, avec la sortie du premier coffret DVD complet, il a rajouté des choses, peaufiné encore son film. Et en 2011, avec la sortie du Blu-ray, il a refait des choses, rajouté des effets spéciaux, machin, blablabla. Pour moi, c'est lui le réalisateur et c'est cette vision que j'ai envie de voir. Visiblement, s'il change des choses, c'est qu'il estime que le film n'était encore pas assez à chaque fois ce qu'il avait voulu. C'est pour ça que je me suis dit qu'en voyant la version de 2011, je voyais la version de George Lucas, c'est cette version-là dont je vais parler. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler un petit peu des couacs et des petits phénomènes qu'il y a eu autour, notamment des fans qui ont critiqué beaucoup de choses. Hashtag Anne Shot First, dont je vais vous parler après. Anne Shot First, c'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris pour cette vidéo-là. Je connaissais pas, j'étais sur le cul d'apprendre un truc pareil, mais je vais vous en parler après. Et je rajoute encore une fois, je vais spoiler. Je vais spoiler très très sale. Donc si vous connaissez pas Star Wars, franchement, découvrez-les. Rien que pour un phénomène culturel. Alors vous allez peut-être faire comme ma compagne et vous endormir sur les épisodes. Hein. C'est tout à fait possible. On a essayé de se mater les 6 une fois parce que je voulais l'emmener voir Star Wars 7 à l'époque. Elle a pas survécu. Hein. Autant vous le dire, elle s'est bien emmerdée. Donc autant dire qu'on a laissé tomber à partir du 2e. Hein. Je me suis dit ok, c'est pas la peine là. Elle s'est même endormie sur la Revanche des Sith, qui est pourtant pas très chiant. Alors peut-être que je vais changer d'avis là dans ma rétrospective, mais dans l'idée. Voilà, autant vous dire que ça peut être un peu chiant, mais en tant que phénomène culturel, vous vous intéressez au cinéma, les phénomènes populaires vous intéressent, matez les Star Wars, parce que c'est très intéressant de voir l'évolution. Et les 3 trilogies ont des identités très très différentes. C'est ça que je trouve encore plus intéressant. Les Harry Potter étaient un phénomène global de rétrospective. Quand j'ai fait la rétrospective, je m'attaquais à quelque chose qui avait tenu en un seul tenant. 10 ans, travail continu, auteur toujours présent, quelques couacs avec des acteurs qui sont décédés, des choses comme ça, des mauvais choix d'adaptation et tout, blablabla, mais aussi de superbes idées. Donc c'était un phénomène en soi. Les Star Wars, c'est un truc très bizarre, où entre la première et la deuxième trilogie, il y a eu 20 ans, entre la deuxième et la troisième trilogie, il y a eu encore quasiment 20 ans. Et à chaque fois, ça a beaucoup changé le contexte. Beaucoup changé les attentes, beaucoup changé la manière dont les films sont faits, et ainsi de suite. Et donc, ça va être assez passionnant, en fait. On va bien s'éclater. Et donc, il est temps d'attaquer. Alors, on va schtroumpfer. Dans une galaxie lointaine, il y a longtemps, très longtemps, la princesse Leia, leaduse de l'Alliance Rebelle, a volé les plans d'une arme de guerre qui permettrait à l'Empire Galactique de dominer rien de moins que la galaxie. Elle les place dans la mémoire d'un droïde qu'elle envoie à la recherche d'un certain Obi-Wan Kenobi. Malheureusement, la princesse est faite capturer par Darth Vader, bras droit de l'Empire Galactique, qui espère lui faire avouer où se trouvent les plans, et surtout la base de l'Alliance Rebelle, dernière souche de résistance dans l'univers. Pendant ce temps, sur la planète Tatooine, le droïde est acheté par l'oncle d'un jeune berger, dénommé Luke Skywalker. Alors, avant de commencer ma critique, on va juste aborder les polémiques dressées par les fans. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions, comme je disais, de Star Wars. Grosso modo, un premier gros changement avec la sortie du coffret VHS, je crois que c'est 97, 98. Une deuxième grosse polémique avec des grands changements de nouveau en 2004, avec la sortie du coffret DVD, si je dis pas de bêtises, l'intégrale. Et puis en 2011, encore une fois, avec encore des polémiques, avec la sortie du Blu-ray. Alors les plus grosses polémiques sont surtout arrivées en 97-18 avec la sortie du coffret VHS, où George Lucas s'est permis de retoucher le montage, de rajouter des effets. Et en 2004, il y a eu une autre polémique qui a été liée aux effets numériques très fortement. Je vais vous parler des polémiques essentielles qui ont grosso modo jalonné un petit peu la réécriture, la manière dont a été repensé plus ou moins le montage. Alors, quand je dis réécriture, je mets de gros guillemets. Hein. Les films n'ont pas changé fondamentalement. Il a rajouté une réplique par là, un petit cut par ici, des petites choses comme ça, quelques plans qui avaient sauté par des erreurs de montage, sur le premier film notamment. Mais il n'a pas changé fondamentalement l'histoire ni ce qui se produisait. J'insiste là-dessus parce que je trouve personnellement que ce sont des changements subtils qui changent le film, c'est incontestable, mais qui n'ont pas changé la nature profonde du projet. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais peut-être le plus de mal à entendre les critiques des fans et des puristes qui voulaient garder absolument le film original, et à mon avis, pour de mauvaises raisons.
pour de simples raisons de nostalgie. En tout cas, j'ai jamais trouvé les critiques des fans sur les montages de George Lucas très pertinentes. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu « Ne touchez pas à notre bébé, il est à nous, il est plus à vous ». Ben non, ça reste le film de son réalisateur, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez critiquer le nouveau montage, mais vous ne pouvez pas dire « Vous n'avez pas le droit d'eux ». Oui, c'est vrai que quand ça passe dans la culture populaire, ça appartient aux gens. Et d'ailleurs, les fans de Star Wars ont été assez incroyables dans la récupération qu'ils ont fait de l'univers, en écrivant des scénarios alternatifs, des films, hein. Dès qu'ils n'ont pas aimé des choses, il y a eu des fans qui ont sorti des versions différentes de la menace fantôme, de Clone Wars, même du retour de Jedi. Donc je pense que c'est ça, se réaccaparer une œuvre. Après, bon, il y a des choses légales, c'est normal, il ne faut pas le vendre, il ne s'agissait pas de faire du pognon sur les idées d'un autre. Mais, par contre, ils se sont appropriés le truc assez. Après, l'auteur, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de changer des choses, remettre en cause son travail, il remet en cause son travail. Et là-dessus, j'ai du mal à adhérer au fan qui devient quelque part du fanatisme, parce que je trouve que ça a tendance à scléroser les œuvres. Et j'en reparlerai quand on parlera de la dernière trilogie, parce que pour moi, scléroser une œuvre, essayer de la graver dans le marbre, c'est tout aussi dangereux que les gens qui arrivent maintenant en voulant faire disparaître des œuvres du passé, sous prétexte qu'elles critiquent ou qu'elles sont injurieuses par rapport à des valeurs sociales qui sont devenues évidentes aujourd'hui. Notre histoire, il ne faut pas la faire disparaître. Il ne faut jamais faire disparaître l'histoire. Au contraire, elle nous permet d'apprendre. Elle nous permet de nous rendre compte qu'on vient de quelque part. Et qu'on doit assumer des choses qu'on a fait avant. Mais aussi qu'on doit être content d'être allé plus loin. Si on efface ce qu'on a fait avant, à chaque fois on a l'impression d'être des pages vierges. Et tous nos défauts sont encore pires. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant, il y avait des choses qui étaient terribles. Il y a des choses qu'on a mal transformées, des choses qu'on a transformées mieux. Et c'est important de garder cette historique et cette gradation pour éviter de répéter les mêmes choses. C'est la même chose au niveau historique. J'ai élargi un peu, mais c'est la même chose au niveau du cinéma et de l'art en général. Les œuvres ont une histoire, elles évoluent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir leurs différentes versions et d'en comprendre les finesses, d'en cerner la subtilité émotionnelle, de choisir ce qu'on préfère ou pas, ok, mais de ne pas se contenter de préférer. Parce que se contenter de préférer, au bout d'un moment, c'est un manque cruel et cru de maturité. Il s'agit à un moment donné d'être honnête sur le fait qu'une œuvre appartient à son auteur et que si une fois ça nous a plu, ça peut nous déplaire sous une autre forme, c'est tout. Un auteur n'est jamais immaculé et une œuvre certainement pas. Elle se transforme, elle a été le résultat d'un tout un travail, de tout un processus. Et quand il s'agit de cinéma, il y a des tonnes de gens qui ont travaillé sur ces films à chaque fois. Donc, aller critiquer ça de manière de but en blanc en disant voilà, ça aurait dû rester tel quel, moi je trouve que on peut pas l'entendre. On peut dire il y a différentes versions et je préfère telle version. Il me semble. Encore une fois, on m'a encore dit dernièrement que je parlais comme un nazi, que j'étais une sorte de fasciste et que j'imposais des choses, mais allez-y, expliquez-moi en quoi vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, à un moment donné, j'affirme ce que je pense, et je l'explique. Mais si vous me dites juste que je suis un fasciste, je vais vous dire, bah d'accord, mais en attendant, vous ne m'amenez pas un argument. Hein, donc n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément, encore une fois. Et merci à tous ceux qui font des commentaires, ça m'aide énormément. Donc, dans les polémiques qui ont tourné un petit peu autour des fans, on a le fameux Han Shot First. Han Shot First, c'est lié à une séquence du premier Star Wars où Han Solo est dans une cantina. C'est donc un bounty hunter, un chasseur de primes. Je sais même pas. Non, c'est un contrebandier, je crois. Je sais pas s'il est chasseur de primes, Han Solo. Bref, en tout cas, il a un flingue et tout. Il n'hésite pas à flinguer des gens. Et il y a un mec qui l'attrape en lui disant écoute, je vais t'emmener voir mon chef Jabba the Hutt parce que tu lui dois du pognon et je vais t'amener et il va te buter. Alors bon, d'accord. Ils ont une discussion un peu houleuse, machin. Et à la fin de la discussion, Han lui dit il est hors de question que je te suive. Et dans le premier montage, il tirait a priori le premier sur lui, il tuait ce chasseur de primes avant même que le chasseur de primes ait le temps de faire quoi que ce soit. En tout cas, c'est grosso modo ce que le premier film laissait à penser, à cause du son notamment, où on avait essentiellement le son d'un seul pistolet laser. Le problème, c'est que George Lucas, en fait, à l'époque, pensait au contraire que les deux tiraient en même temps quand il avait écrit le film et quand il avait tourné. Mais au montage, c'était un banc de montage avec tout simplement de la bande de cinéma, hein, à l'ancienne, donc on coupait avec un ciseau, machin, et le plan a été plus ou moins perdu au montage. Il y a un petit couac, ça arrive, bon voilà. Quand on coupait avec des ciseaux, on récupérait rarement, hein, autant vous dire que c'était foutu. Et donc, dans l'idée, George Lucas était un peu déçu d'avoir laissé cette subtilité-là, alors dans son esprit, Han Solo n'était pas un tueur de sang-froid. C'était un mec qui, quand il fallait tuer, il le faisait, mais c'était une réponse. Il n'était pas du tout, un tueur de sang-froid, un mec qui tue comme ça directement.
Et ça, en changeant légèrement ce plan, vraiment en rendant simplement les tirs simultanés, et dans la version de 2004, si je dis pas de bêtises, dans la version de 2004, il y a carrément un plan où on voit clairement l'assaillant tirer, Han bouge légèrement sa tête et tire ensuite. Ça a été fait de manière numérique, je trouve que ça passe de manière relativement simple, le plan est très court donc il n'y a pas de souci. Et ça, ce plan-là, le fait qu'on voit que Han ne tuait plus de sang-froid mais qu'il répondait en quelque sorte à une agression, ça changeait la nature un peu sombre du personnage, selon les fans, et du coup, ça dénaturait ce qu'était Han Solo, donc un tueur, un contrebandier, éventuellement un tueur à sang-froid, et ça enlevait un petit peu un degré dans la relation qu'il a ensuite avec Leia au fur et à mesure des films, puisque Leia, l'amour le fait devenir quelqu'un de bien. Au départ, c'est un assassin, un contrebandier, voilà, quelqu'un qui en a rien à foutre, qui a aucune valeur, et à partir du premier film, il commence à changer, et petit à petit, avec l'amour de Leia, il change complètement. Et ça, les fans aimaient énormément le voir basculer. Puis il y avait aussi ce discours derrière sur la Force, hein, puisque l'énergie centrale des films Star Wars, c'est donc la Force. Et il y avait ce discours autour du fait que la Force est entre l'obscurité et la lumière, et que Han était quelque part allé de l'obscurité à la lumière. C'était donc un symbole de plus caché dans le film, sachant que Han n'a aucun rapport avec la Force dans la série, mais dans l'idée, c'était ça. Je comprends tout à fait, je comprends la critique des fans, je vois ce qu'ils voulaient dire. Mais honnêtement... Mais clairement, je pense que c'était une erreur, et ça se sentait déjà dans le montage original. Je vous renvoie à la vidéo de Durandal qui le montre très bien. À la limite, leurs tirs étaient simultanés. Là, George Lucas, dans la version 2004, le rend juste manifeste, rend juste ça évident. Et pour vous dire à quel point George Lucas a entendu la critique des fans, il a fait rechanger en 2011 ce plan, il l'a fait raccourcir. Ce qui fait que c'est limite, on le voit à peine, c'est subliminal limite, comme plan, hein, j'exagère à peine. Et on se retrouve du coup avec un plan intercalé un peu étrange, mais c'est vraiment pour dire, vous voyez, c'est pas un plan important, il n'y a pas besoin de polémiquer dessus. Mais ça, ce qui est impressionnant, c'est que ce détail a créé un tollé chez les fans tellement dingue qu'ils ont créé un fameux slogan « Han shot first », Han a tiré le premier. C'était pas concevable de transformer le personnage comme ça. Et c'est là où je veux parler de fanatisme. Oui, on peut dire c'est dommage, c'est beaucoup plus intéressant s'il tue le premier, machin. Mais si l'auteur vous dit c'était jamais le cas, on s'est gouré au montage, et je comprends votre point de vue, mais pour moi Han Solo il fait pas un tel trajet de l'obscurité vers la lumière et c'est pas son personnage, qu'est-ce que vous voulez répondre ? C'est l'auteur qui vous le dit, c'est le mec qui a créé l'univers. Donc à un moment donné, si ça correspond à sa vision du truc, et je rajouterai un léger truc là-dessus qui pour moi correspond vraiment à ce qu'est la vision de George Lucas. George Lucas n'a jamais été très fan des passages les plus sombres de la série. Il a réalisé essentiellement Star Wars 1, donc Star Wars 4, pardon, ni le 5 ni le 6, et il a clairement, je trouve, apporté une vision, il mettait l'emphase essentiellement sur ce qui était joli. Dans ce Star Wars là, donc je vais vous parler là, j'avais dit que je spoilais, donc maintenant c'est trop tard. L'oncle et la tante de Leia sont cramés, rissolés façon shish kebab, et le plan dessus est fort, mais la réaction de Luke est correcte, mais elle n'est pas aussi forte que quand Luke perd Obi-Wan. C'est-à-dire qu'il y a une mort beaucoup plus symbolique. Pareil pour Leia qui perd ses parents adoptifs et la planète où elle a grandi, on n'a même pas un plan sur elle, je reviendrai là-dessus, hein. Moi je critique beaucoup ça. Mais dans l'idée, c'est clair que dans la manière dont le film est monté, que George Lucas voulait avoir un film qui soit une aventure certes sérieuse, mais il voulait pas du tout mettre de l'emphase sur le côté triste et sombre. C'était clairement pour lui un film de bonne humeur, un film qui devait aller vers le haut à la fin, et donc il était hors de question d'alourdir les moments tragiques. Et c'est pour ça que ça se sent dans l'écriture de Han Solo qu'il voulait plus le rendre drôle, sympathique, hableur, certes un peu immoral, et du coup à la fin il change à la fin du film, déjà du premier film il a changé. Donc vous voyez ce que je veux dire, il fait partie de la résistance ensuite, c'est évident. Donc il y a une sorte d'évidence que du point de vue de George Lucas, Han Solo n'a jamais été quelqu'un de très sombre. Parce que si ça avait été le cas, les personnages vraiment sombres chez George Lucas, dans l'écriture de George Lucas, ils sont clairs et nets. C'est à part Anakin qui vit vraiment une sorte de combat entre l'obscurité et tout ça, et c'est la famille Skywalker, autour d'eux, globalement, il y a une sorte d'évidence à ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont de l'obscurité. Et Han Solo est dans la lumière. Il y a pas de...
Je trouve que c'est pas bon. Alors c'est mon point de vue. Je sais que des fans pourraient répondre de manière beaucoup plus précise. N'hésitez pas, je suis le premier à vouloir apprendre. Mais c'est ma sensation sur ce fameux Han Shot First. L'autre, les deux autres éléments. Alors le deuxième élément que je reviendrai sur les polémiques un petit peu chez les fans, c'est le fameux coup de Luke et Leia qui clairement dans Star Wars 4 devaient être amoureux. Il y a notamment plusieurs plans qui sont assez tendancieux, où il lui fait un bisou, il y a une sorte de triangle amoureux qui s'installe entre Luke, Leia et Han à un moment donné, et on sent que Leia envoie clairement chier Han pendant quasiment tout le premier film, je dirais même pendant tout le premier film, et se rapproche sensiblement, très gentiment de Luke avec un petit bisou sur la joue, genre de truc, et on sent que Luke est très très intéressé, blablabla. Donc il y a tout un truc là-dessus, qui est bien sûr abandonné dès le deuxième film, où on sent clairement que George Lucas n'avait pas conscience au départ qu'il voulait que Luke et Leia soient frères et sœurs. Donc oui, hashtag gros spoiler, hein, là vous êtes morts là. Et donc voilà, que ce serait une histoire familiale aussi frontale et aussi élargie, ça se sent dans le montage du premier. Et ça par contre, moi perso, j'aurais trouvé logique qu'il enlève le bisou, ou qu'il mette quelque chose de différent, vous voyez ? Qu'ils se disent, c'est quand même bizarre, un frère qui fantasme sur sa sœur. Peut-être que la force pourrait lui faire sentir un petit peu que c'est pas exactement ça, là, il veut pas, comme disent les autres, il veut pas la ken, tu vois. Il se dit juste, celle-là, elle est sympa, tu vois, je la sens bien, tu vois, je sais pas, il y a un bon truc, un bon feeling, tu vois. Mais il veut qu'il n'y ait pas moyenne-moyennée, alors qu'en fait, je trouve que le 4 est un peu étrange là-dessus, tu dis, ouais, en fait, si, il est quand même intéressé par sa sœur, quoi. Donc, ça m'aurait moins choqué, entre guillemets, comme changement. Mais il l'a jamais fait. Je pense qu'il s'est dit que j'ai changé juste un plan d'une seconde, et on m'est tombé dessus, on a failli me crucifier, donc je pourrais jamais changer ce détail, tant pis. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inceste dans Star Wars 4. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais les fans n'ont jamais voulu qu'on y touche, c'est clair. Moi, perso, ça me paraît un peu bizarre, surtout quand tu vois les suivants, et ça jure toujours au jour d'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Là, même en le revoyant, je me disais, ouais, quand même, c'est bon. Là, il veut se taper sa sœur, c'est vraiment... Ouais, ce que je veux dire. Vous allez me dire, mais ils se connaissent pas, c'est bon, élargis un petit peu ta conception de l'amour, mon vieux, hein. Tu manques de romantisme, un petit peu d'intelligence, ils se connaissent pas, ils ont pas grandi ensemble. Oui, bien sûr, vous avez raison sur le principe. Seulement voilà, le problème c'est que maintenant on le sait, donc c'est toujours un peu limite, et si tu mates le 1, 2, 3, 4, tu te dis waouh, tu mates le 3, et en fait dans le 4 ils ont tellement merdé dans leur éducation, Obi-Wan il a tellement merdé où il les a foutus, que le jour où ils se retrouvent ils ont envie de se ken, ouais. Voilà, je suis pas certain que l'objectif d'Obi-Wan quand il avait séparé les enfants, c'était de se retrouver face à un truc aussi zarbi. Hein. D'ailleurs, lui-même a l'air de ne remarque rien, donc ça va, mais quand même, on ferme la parenthèse. J'arrête de blaguer sur la situation. Donc bref, c'est peut-être le point polémique sur lequel moi, perso, j'aurais dit, bah là, change, modifie légèrement, tu vois, c'est pas grave. Mais bon, c'est franchement pas mortel, ça tue pas le film, c'est juste comme il y a eu des polémiques sur Han Shot First, je me serais dit pourquoi il n'y en aurait pas sur Luke et Leia, mais bon, peu importe. Et le dernier point, et non des moindres, c'est dans ce Star Wars 4, Darth Vader, et pas tant que ça, le méchant principal. Si tu regardes bien le film, il est important, il est classe... Quoique, il n'est pas tant phasé que ça, il a un pouvoir et tout ça, c'est un ancien Jedi, il a une relation avec Obi-Wan Kenobi qui est déjà intéressante dans celui-là. Nonobstant, il se fait souvent remettre à sa place, il se permet d'étrangler un gars, et t'as le Tarkin là, qui arrête pas de lui dire, qui est joué par Peter Cushing, acteur évidemment. Allez voir ce qu'a fait Peter Cushing, hein, c'est un mec très intéressant. En tant que Peter Cushing, qui joue donc l'amiral Tarkin, et qui est clairement son supérieur. Darth Vader n'est clairement pas le numéro 2 de l'Empire dans Star Wars 4. Enfin, ça se sent, ça se voit, c'est flagrant. Il sort sur le terrain, c'est clair, c'est un chef, mais il me semble pas du tout être intronisé comme le bras droit de l'empereur, blablabla, tel qu'il est vendu ensuite à partir du 4, du 6, enfin du 5, du 6, pardon, et puis du 1, du 3 surtout. Donc... pour moi, ça jure vraiment. J'ai vraiment passé le film à me dire, mais en fait, je me souvenais pas qu'il était aussi secondaire, que les mecs lui disaient, écoutez, vous avez bien merdé, hein, vous ouvrez votre bouche derrière votre casque pourri, là, mais là, vous avez bien merdé, monsieur. Donc j'étais un petit peu surpris, un petit peu en mode, c'est Darth Vader, non? C'est pas le numéro 2? Bah non, l'amiral Tarkin est clairement au-dessus de lui. Et ce qui est drôle, c'est que même l'amiral Tarkin... Qui est vraiment présenté comme le méchant, c'est lui qui choisit de détruire la planète de Leia, donc il a quelque chose comme ça de vraiment... Il est hardcore, le type, tu vois. Qui fait général nazi et tout, tu vois, ils ont vraiment choisi la mise en scène, il est classe à cet endroit-là, la mise en scène est simple et académique, mais tu comprends que c'est vraiment lui l'adversaire de ce premier film. Mais il n'y a même pas de plan sur lui quand l'étoile de la mort est explosée et qu'il meurt, c'est une sorte de... Bon, bah voilà, ils l'ont eu.
C'est un peu étrange, mais je reviendrai là-dessus. Il y a un côté Disney-friendly chez George Lucas qui me fait bien délirer dans son montage, dans sa perception du film. Bref, voilà, je voulais faire le tour des polémiques principales que je connais, j'en ai peut-être raté certainement. Encore une fois, les fans, allez-y, crucifiez-moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai peut-être raté quelque chose d'important, mais c'est les polémiques principales qui entouraient Star Wars 4. Donc, Star Wars 4, rebaptisé à l'époque de son remontage en 99, avec la sortie de La Menace Fantôme, et donc de cette fameuse prélogie que les fans attendaient depuis tellement longtemps, rebaptisé Star Wars Un Nouvel Espoir, A New Hope. Qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de la réalisation, déjà, c'est assez académique. C'est académique dans le sens, c'est froid. C'est-à-dire que les cadres sont posés, sont fixes, sont précis. La réalisation académique, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'oppose un petit peu à ce que j'appellerais le baroque. Je vous renvoie aux différentes oppositions qui ont lieu dans l'histoire de l'art, notamment dans la peinture, entre l'académie, ce qu'on a appelé le classicisme et le néoclassicisme, qui ont inventé une peinture et un art intellectuel qui se base sur des éléments précis qu'il faut répéter pour créer des œuvres de qualité, à l'inverse des baroques qui eux étaient plutôt sur l'émotionnel et qui voulaient aller vers le spectaculaire, vers toucher le spectateur quoi qu'il arrive, quitte à faire des choses qui étaient injurieuses pour l'intelligence, ou des choses qui étaient difficilement explicables. Je fais vraiment très large. Si vous voulez voir une comparaison intéressante, vous prenez un tableau de Nicolas Poussin, vous allez avoir du classicisme, et en face vous mettez, je sais pas, Géricault, La mort de Sardanapale, voilà. Vous avez vraiment là deux styles très différents qui vont bien s'opposer. Chez les classiques dans la peinture, c'était tout était comme une mise en scène de théâtre, tout était très lisible avec une narration précise. J'ai des regards qui devaient être extrêmement lisibles, des corps comment dire, vraiment inspirés excusez-moi, des archétypes grecs de beauté, ainsi de suite. Et chez les baroques, vous aviez aussi ça un peu, les archétypes grecs, ainsi de suite, mais c'était très vite remis en cause, puisqu'on avait beaucoup plus de nudité, de types de physiologie différentes, simplement pour créer du spectaculaire. C'était clairement pas pour dire non mais vous savez il y a aussi des gens qui sont gros dans le monde. Non alors vraiment pas du tout. Hashtag minceur, on en avait rien à foutre, c'était juste histoire de créer quelque chose de spectaculaire en face, donc on n'hésitait pas à y aller dans le poil, la fesse et ainsi de suite, les éclaboussures de sang. Allez voir les tableaux de Géricault, vous allez bien rigoler. Et du fondateur du baroque qui est mon copain, j'oublie tout le temps son nom et ça me rend dingue. Bon bref, je retrouve pas le fondateur du baroque, une vie absolument dingue, bref, peu importe. Donc voilà, ça c'est ce que j'entends par classicisme et baroque. Et donc quand je dis que la réalisation de Star Wars est académique, classique, c'est vraiment, au cinéma, le classicisme a été vraiment développé aux États-Unis, donc c'est par exemple par des réalisateurs comme D.W. Griffith et d'autres derrière, c'est-à-dire des cadres posés, une narration qui est en cut, mais qui est extrêmement précise, plan large pour la mise en situation de la situation, voilà, où on est, il fait jour, il fait nuit, il pleut, machin, tout, on a tout. Ensuite, des plans rapprochés pour se rapprocher de l'endroit où se trouvent les personnages. Ensuite, on suit les personnages éventuellement avec des mouvements qui suivent essentiellement les mouvements des personnages. Les personnes marchent de gauche à droite, panoramique de gauche à droite, vous voyez ce que je veux dire ? Très très grande fixité dans les plans, des champs contre champs extrêmement mesurés, et ainsi de suite. Et il faut le dire, le premier défaut de ce style, c'est que ça refroidit les choses. Ça a tendance à enlever de l'organicité. On ressent moins les choses qu'on ne les regarde. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Au contraire, c'est très facile à regarder, c'est très agréable, on rate rien, on voit tout. Donc c'est un style qui est encore aujourd'hui très très défendu au cinéma et qui est très efficace. Ça donne un côté, une suite de tableaux comme ça. Et il faut bien admettre qu'il y a certains plans, parfois, chez George Lucas, dans ce Star Wars 4, qui sont magnifiques. Le fameux plan de Luke face aux deux lunes, aux deux soleils, à l'horizon, qui est vraiment un plan splendide, où on voit le garçon qui rêve de partir et qui est coincé là, dans ce désert, à être un berger, alors qu'il est clairement pas un berger, qu'il le sait, qui en souffre, qui a une forme de nostalgie. Le plan est très beau, en plus, je crois qu'ils sont en train de se coucher à ce moment-là, les deux soleils. Enfin, c'est un plan très très iconique du personnage du héros, de son rêve, de ce qui va lui arriver aussi, enfin, avec le foreshadowing évidemment de l'étoile de la mort. Plein de choses comme ça, donc c'est un superbe plan. On a aussi le magnifique premier plan du film, après le fameux déroulant iconique des Star Wars, où on a le texte déroulant qui est au début de chaque film Star Wars, où on a le fameux vaisseau qui s'enfuit comme ça au loin, et dessus de nous passe un vaisseau immense, qui a l'air énorme, avec des effets spéciaux qui à l'époque étaient extraordinaires. Je vous parlerai un peu des effets spéciaux après. Mais voilà, des plans comme ça qui sont waouh,
des très belles choses, mais toujours académiques, bien posées, machin. Alors, pour la petite parenthèse, à partir des remontages de 2004, il a fait ajouter de légers mouvements numériques pour fluidifier, moderniser la narration. C'est cette version que j'ai vue. Mais dans la version originale, il y avait beaucoup plus de plans fixes, c'était beaucoup plus plan-plan. C'est pas un mec qui s'éclate à faire bouger la caméra. Je dirais presque que c'est un illustrateur. C'est-à-dire que c'est un type qui prend un scénar et il te le raconte à l'image. Point barre. Il fait pas vraiment de la mise en image, c'est assez étrange. Enfin, c'est la mise en image la plus efficace et simple, mais en même temps c'est efficace. Il faut bien comprendre que on a dans le film tout un côté. Enfin, le film suit très bien, c'est très fonctionnel. C'est fonctionnel, donc on le suit sans problème. Mais il y a un côté illustration de scénario. C'est très froid. C'est assez bizarre Star Wars, parce que ce Star Wars est assez étrange à revoir comme ça. Hein. Il a vraiment un côté comme ça. Ce qu'il raconte, il le raconte bien, mais dans le rythme, dans le montage, dans le cadrage, c'est assez étrange. Il y a un côté comme ça, il n'y a rien qui dépasse, tout est très, comment dire, à l'image, rien ne dépasse, c'est ça que je veux dire. Mais heureusement, il y a d'autres éléments très intéressants. Mais je vais continuer d'abord ce côté froid du montage, du découpage et du montage chez George Lucas, parce que je trouve qu'il y a des exemples flagrants de froideur. Des fois, dans le film, il y a vraiment des moments où l'action avance, et ça donne presque une sensation de mépris de George Lucas pour les émotions des personnages, les sensations logiques que les personnages devraient avoir. Je donnais l'exemple avant, j'en parlais déjà, mais Leia, elle voit la planète de son enfance avec ses parents adoptifs qui sont dessus, c'est dit clairement avant, il y a au moins le roi, donc son père, qui est là, sa planète d'adoption, elle se fait exploser devant elle, et on n'a même pas un plan sur elle qui réagit pour dire « Oh mon Dieu !» qui est choquée, elle dit juste « Non, ne le faites pas !» La planète explose, on passe à la suite. Non, on passe pas à la suite, elle est choquée, elle va pas bien. Et d'ailleurs, le film fait exprès de dire après « Elle est forte, elle est passée au-dessus ». C'est-à-dire que on nous le dit même pas, elle arrive, boum boum, elle est passée au-dessus, c'est bon. On vient la sauver, donc elle dit « Ok, on y va ». Meuf, tu viens de perdre probablement beaucoup de tes amis, les gens que sur lesquels tu régnais, enfin ta planète, enfin je sais pas, moi si on fait disparaître mon quartier, je serais quand même un peu ému, hein, même si je suis pas ami avec tous les gens de mon quartier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un truc étrange, mais c'est là où on voit vraiment ce que je pointais avant chez George Lucas, il y a vraiment un désir quasi monomaniaque, là pour le coup, d'empêcher le film de sombrer dans une sorte de drame à proprement parler, en tout cas sur les points sur lesquels il ne veut pas aller. Et il voulait clairement pas que le film ait cette chape de plomb. Notamment parce que, on le voit aussi dans la mort des parents de Luke, quand Luke retourne chez lui, enfin dans la famille quand il veut être un bon garçon et qu'il rentre chez lui, et qu'il trouve donc son oncle et sa tante rissolés. Hashtag Matt se fait des films. Et qui a fait une vidéo très drôle sur Star Wars 4, donc vous pouvez la mater si vous voulez. Oui, franchement, elle est bien celle-là, elle est très marrante. Et il retrouve vraiment, c'est un plan très fort, hein, où on voit vraiment le cadavre de la tante et de l'oncle, comme ça, les squelettes cramés jusqu'à l'os, là. C'est très très violent. Et en fait, c'est juste vite fait, bien fait. C'est bien fait, le plan est fort, mais ça va tellement vite que je vais vous donner un paradoxe, mais quand j'étais gosse, je ne me rendais pas compte que son oncle et sa tante se faisaient tuer. C'est un plan qui me passait au-dessus de la tête. Le film ne me donnait pas cette sensation de tragique, de tragédie. Il y avait une sorte comme ça d'évidence que Luke n'était parti parce qu'il partait à l'aventure. Je vous jure, hein, je sais que j'ai plané. Hein. Bon là, je suis en train de vous dire que je suis un peu con. Donc s'il vous plaît, ne me tuez pas tout de suite. Hein, écoutez encore quelques minutes. Mais en l'occurrence, ça m'avait pas marqué, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est important d'entendre, et je trouve que ce n'est pas marquant, c'est juste là, voilà, il fait un peu la tête, il se retourne vers son père, pas une larme, il est juste un peu en mode, c'est triste, bah je vais partir et je vais apprendre à maîtriser la force pour me venger. Mais on est loin, mais alors très loin, de la réaction d'Anakin, par exemple, dans La Menace Fantôme, qui au moins est un peu plus engagé, hein, sans vouloir... je dis pas que l'acteur joue très bien, il y a plein de défauts, j'en parlerai au moment venu, mais lui, au moins, quand il perd sa mère, c'est autre chose. Donc, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire... Il y a un côté vite fait, bien fait, qui est assez étrange sur ces moments-là, alors qu'il faudrait de l'émotion. Et par contre, comme George Lucas a décidé que l'histoire d'Obi-Wan était plus importante pour Luke, non, il vient de perdre son père et sa mère adoptifs, hein, j'insiste, pareil, hein. Il a pas crié, il a pas pleuré ni rien. Par contre, quand Obi-Wan se fait tuer, non, Obi-Wan. Alors, vous me dites, c'est sous ses yeux, donc il y a peut-être une réaction plus aiguë. Ouais, il l'a rencontré 2 jours avant.
Enfin, il le connaît vraiment depuis 2 jours, le type. Donc c'est bien, ils ont partagé de la force, machin, c'est un super gars. Oh, j'oublie le nom de l'acteur maintenant. Alec Guinness est génial, machin, blablabla, d'accord, mais... Vous comprenez, il y a 2 poids de mesure. Donc voilà, George Lucas, il y va comme ça, c'est-à-dire que là où il faut que ce soit émouvant, selon lui, ça le sera, même si c'est en contradiction des émotions des personnages. Je rajouterais aussi à ça, enfin, autre élément, le tournage et le montage de Star Wars 4 ont été très compliqués. Il a dû refaire plusieurs fois le montage, ça a été une aventure de dingue. Évidemment, on lui faisait pas forcément confiance pour un projet comme ça. Tous les producteurs étaient pas forcément partants. C'est un film qui coûtait très cher. Il a dû le tourner beaucoup plus vite qu'il le voulait. Il a dû réécrire 2 ou 3 versions, si je dis pas de bêtises. Au tout départ, c'était une histoire autour de Mace Windu. Finalement, c'est devenu une histoire autour de Luke Skywalker, à bout de la 3e ou 4e draft d'écriture. Donc voilà, ça a été un projet quand même assez organique. Le premier tournage qu'il a fait en Angleterre en priorité, en Tunisie, quand il a vu le premier montage, il était pas content, il trouvait le film long et chiant, il trouvait que ça marchait pas, du coup il a retourné. Il a pas retourné, mais il a fait refaire tous les effets spéciaux, il a monté la boîte qui deviendra plus tard Industrial Light and Magic, ILM, énorme boîte d'effets spéciaux extraordinairement connue dans le monde du cinéma, avec un nombre de gens incroyables dans cette boîte, comme John Dykstra et d'autres, enfin bon, il y en a trop pour les citer tous, et je les connais pas tous d'ailleurs, mais bon, John Dykstra qui est aussi un mec qui a gagné un nombre, je crois que c'est le mec qui a gagné le plus d'Oscars d'effets spéciaux au monde, si je dis pas de bêtises, un truc de fou. Enfin voilà, les mecs qui ont fait ces effets spéciaux incroyables, qui à l'époque, des effets spéciaux de vaisseaux qui avaient claqué la gueule à tout le monde. J'insiste, quand j'ai découvert ces films, c'était quoi, fin des années 80, le film avait 10 ans, et on était dans l'espace tout de suite. On y croyait, mais à un point, et je tiens à le dire, même en revoyant le film aujourd'hui, je suis toujours scié de à quel point on y croit. C'est vraiment bien, hein. Il y a des effets spéciaux qui jurent, mais globalement, les effets spéciaux de vaisseaux dans l'espace, il y a une majesté, une grandeur, un souffle dans la puissance de ces machines qui est très sympa. Les lasers font pitié, il y a plein de plans qui marchent plus, mais globalement, waouh, quel poids ils avaient réussi à donner à cet espace complètement fait de briques et de broc. Il n'y a pas d'effet numérique là, oubliez les enfants, hein. Donc franchement, pour ça, je tire encore mon chapeau au film, je trouve assez dingue l'ampleur qu'il arrive à donner aux vaisseaux spatiaux et ainsi de suite, c'est assez incroyable, et ça vient donc de toute cette équipe d'effets spéciaux qu'il a montée, où les mecs ont taffé comme des fous en 4 mois pour refaire une grosse partie des effets spéciaux, et pour que le film devienne un modèle de film à effets spéciaux pendant des années et des années, au moins jusqu'au milieu des années 90, voire même début des années 2000, Star Wars est resté la référence de film de l'espace. Entertainment, personne n'arrivait à refaire ça. Mais personne. Il a fallu vraiment qu'on arrive avec les effets spéciaux 3D pour recommencer à avoir des films dans l'espace avec une dynamique et une telle réponse populaire. J'insiste, parce qu'entre-temps, on a eu des Star Trek et tout ça qui ont repris un peu l'univers dans l'espace, mais on n'a quand même pas eu comment dire, cet extraordinaire souffle épique et ce niveau d'effets spéciaux, c'est assez extraordinaire. Donc tout ça pour dire, le montage a été très compliqué. Mais, sur ces éléments dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire sur le fait d'aller sous ce côté un petit peu vite fait, bien fait, les émotions c'est là et pas là, Luke sera pas touché par la mort de son oncle, mais par contre Obi-Wan, ah oui, beaucoup, ça c'est clairement un choix de Lucas, c'est pas des complexités de montage. Il avait clairement envie de ne pas insister sur les éléments forts de dramatique qui, pour lui, ne devaient pas l'être. Et ça donne du coup... un aspect, quand je disais un petit peu Disney-friendly avant, c'est là où je voulais en venir. Mon avis, c'est que dès que ça devenait trop dark, ça lui plaisait pas. Et du coup, il fallait aller vers l'histoire chevaleresque et vers l'entertainment. Heureusement, il y aura des changements et un autre équilibrage dès le film suivant réalisé par Irvin Kershner, qui lui était un grand réalisateur. Hashtag, oui je sais, je critique George Lucas, qu'est-ce qu'il y a ? Et on va en parler dans les vidéos suivantes, mais je trouve cet équilibrage très bizarre et que ça rend Star Wars un peu indolore. C'est un film sympathique, tu le regardes, mais je trouve qu'on ressent pas beaucoup d'émotions, on n'est pas très emporté. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je trouve vraiment que pour le coup, en faisant des choix aussi forts, il annihile un petit peu les émotions. On est essentiellement attaché à leur trio parce qu'ils sont sympathiques tous les trois ensemble et qu'il y a des petits échanges rigolos, que les dialogues sont assez bien rythmés et tout. Et parce qu'il y a ce rapport Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, Luke qui fonctionne plutôt sympathiquement. Mais le film n'est pas très émouvant. C'est un film d'aventure, sympathique. Alors du coup, l'histoire est efficace et jolie, hein, juste ce qu'il faut.
Mais pour moi, ce qui fait que ce film est encore très regardable aujourd'hui, c'est surtout cette super idée qui fonctionne encore beaucoup, je trouve, aujourd'hui, quand les premiers plans du film arrivent, notamment dès qu'on arrive sur la planète Tatooine, c'est ce futur, le futur usé. Le futur où les machines ont l'air d'avoir des années, d'être des vieux coucous, où tous les vêtements sont sales, tout ce qui est métallique a de l'usure. Et ça, c'est impressionnant comme beaucoup de décors, de costumes, de véhicules fonctionnent encore, quoi. On y croit tout de suite, ça donne ça me donne une chape de réalisme à l'histoire qui est assez incroyable. Aujourd'hui, parce que grâce à des signes forts d'usure, ce monde existe tout de suite avec une pleine vraisemblance. Ça, c'est vraiment un des trucs qui flinguent. Le film date de 77. Je me le mate encore là en 2019 et je trouve que waouh, dès qu'on arrive sur Tatooine et qu'ils commencent à chercher dans les détritus, qu'on les voit se balader dans les différentes machines, waouh, tout ce côté usé, sale, mais ça le fait exister. Et du coup, petite parenthèse, enfin je tiens à le dire, hein, c'est vraiment cette idée de futur usé, mais quelle excellente idée. Excellente idée, ça fait survivre ce film. Oui, je trouve que Star Wars 4 est beaucoup regardable grâce à ça. Malheureusement, pour la petite parenthèse, ça contraste du coup violemment avec tous les décors qui sont propres, où il n'y a pas d'usure, genre quand on est dans les vaisseaux de l'Empire et tout ça. Quand on est dans le vaisseau par exemple de Han Solo, le Millennium Falcon, pas de souci. Le Millennium Condor, pardon, oui, les traductions françaises très drôles. Allez, petite parenthèse sur les traductions françaises quand même, parce que c'est marrant. À l'époque, il fallait tout traduire en français, donc ils changeaient les noms. Han Solo s'appelait Yann Solo. Le Millennium Falcon s'est appelé le Millennium Condor. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre comme changement drôle? Oui, Darth Vader est devenu Dark Vador, chose qu'ils ont finalement gardé par la suite, parce qu'ils ont trouvé que Dark, les gens comprenaient ce que ça voulait dire, donc ça parlait bien du personnage. Bon, c'est un choix, hein. Puis il y a encore d'autres trucs, oui. R2D2 s'appelait D2R2 au départ dans le premier film, enfin bon bref. Des choses comme ça où on allait même traduire des noms de robots. Enfin, je sais pas pourquoi on se cassait le cul à faire ce genre de choses, bref, peu importe. C'était assez drôle à l'époque. Heureusement, ils ont modéré la chose avec le temps et au final, Han Solo est redevenu Han Solo. Dark Vador restait Dark Vador, mais ça dérange moins, je pense. Darth Vader, ça parlerait un petit peu moins aux gens, alors que Dark, ça claque un peu. Je pense tout simplement. Hein. Faut admettre que quand il faut adapter, quoi, c'est toujours pareil quand tu mets dans une langue étrangère, c'est un autre film, il faut que tu adaptes un tant soit peu. Ça, je peux le comprendre. Mais c'était un petit peu loin d'appeler Han, Yann, bref, peu importe. Même si c'était pas très flagrant, mais alors, reprendre les acronymes des robots pour les inverser, vraiment le truc qui sert à rien. Bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Et donc, je reviens sur mon contraste, quand on est dans les vaisseaux de l'Empire, ce côté lisse, bah, ça fait plastoc. Ça fait un peu ridicule, même beaucoup ridicule, ça a mal vieilli, on dirait qu'ils jouent avec des pistolets en plastoc de tous les côtés, ça devient tout de suite un petit peu limite, notamment dans ce premier film. Je verrai si j'ai toujours cette sensation sur l'Empire contre-attaque. Je tiens aussi à revenir sur un point fort du film, c'est cette dernière séquence de guerre, d'attaque de l'étoile de la mort, qui est en fait, je l'ai appris en préparant cette vidéo, un copier-coller de films de guerre, plus anciens, qui fonctionnent encore. Et ça fonctionne encore étonnamment bien. Probablement pour deux raisons. Cette séquence de fin, je la trouve assez sympathique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une gradation successive dans l'étoile noire qui fait vraiment monter le suspense. C'est-à-dire que ça permet beaucoup de crédibiliser l'action d'un point de vue militaire. Même si ça rallonge un petit peu la scène de manière artificielle, je trouve que ça marche bien. En fait, pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe, l'équipe sait qu'ils doivent envoyer, grosso modo, ils peuvent pas attaquer l'étoile de la mort avec des grands vaisseaux parce que l'étoile de la mort est beaucoup trop puissante. Par contre, ils peuvent attaquer avec des petits vaisseaux face auxquels l'étoile de la mort serait a priori plus facile à attaquer, notamment parce qu'ils ont découvert où se trouvait le point faible. Et il faudrait aller larguer une bombe, un missile, un laser dans ce fameux orifice qui atteindrait le réacteur de l'étoile de la mort. Hashtag, c'est quand même très pratique. Et hashtag Rogue One explique tout ça pour dire non, mais en fait c'était pensé depuis longtemps. Hein, non, c'était pas une idée à la con de George Lucas dans le premier film. non, c'était... Il y croyait pas lui non plus à l'époque. Bon bref, voilà. Mais ça permet de faire Rogue One qui est un film très sympathique. Si j'arrive à faire la rétrospective assez vite, je vous ferai le plaisir de faire des petites reviews sur Rogue One, sur Solo. Je crois que c'est les deux films qui sont à côté. Il n'y en a pas eu d'autres. À vue de nez, ouais, c'est Rogue One et Solo. Voilà, j'en ferai dessus, histoire qu'on rigole un petit peu. Aussi parce que c'est aussi des films très 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 bizarres et ça parle très très bien du phénomène Star Wars qu'il est devenu depuis l'arrivée de la troisième trilogie, mais bon, peu importe. Tout ça pour dire, il y a donc cette gradation où en fait on doit envoyer un vaisseau. Et pour fonctionner de manière militaire, ils ont une formation. Il y a le bombardier qui est devant et les deux autres vaisseaux qui viennent et ils vont se mettre dans une sorte de tranchée sur l'étoile de la mort et essayer d'approcher de ce fameux orifice pour lâcher la bombe dedans.
Donc en fait, on pourrait l'avoir une seule fois, avec une bataille stellaire, machin truc. Mais à l'époque, pour des questions de moyens, c'est clair, hein, la bataille stellaire que voulait faire George Lucas, c'était trop compliqué. C'est pour ça que dans les dernières versions, il a rajouté des vaisseaux sur certains plans, mais honnêtement, je trouve que c'est bizarre, parce que on sait pas trop où ils sont pensés, mais bon, peu importe. Et donc, ils arrivent avec grosso modo une escadrille, et l'idée, c'est que 3 par 3, ils y aillent. Et on a en fait 3 tentatives, la dernière étant celle de Luke, la tentative victorieuse. Ils vont tous dans la tranchée, avec les 2 vaisseaux qui suivent le vaisseau principal, ils se font dégommer d'une manière ou d'une autre, notamment parce que Dark Vador vient avec son vaisseau, il les poursuit, machin, blablabla. Il connaît visiblement le point faible de l'étoile noire et donc il veut le défendre, et ça fonctionne 2 fois. La première fois ils se font démonter, la deuxième fois ils y arrivent presque, le mec est quasiment arrivé au tirer, mais je crois qu'il arrive à tirer mais il n'arrive pas à toucher puis il se fait éclater, et la dernière fois c'est Luke qui leur montre qu'avec la force, sans utiliser le fameux viseur de la machine, il arrive à démonter l'étoile noire. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif comme ça, et quelque part visuellement ça l'est, mais ils ont eu l'intelligence de faire un copier-coller de films de guerre où les plans étaient, entre guillemets, basés sur cette communication entre eux, sur le fait qu'on a des informations et qu'on en manque, et du coup ça rajoute pas mal de tension, et même si on connaît pas les personnages qui claquent, on comprend ce que la situation est compliquée, qu'il y a ça fait monter un certain suspense. Alors, c'est artificiel, honnêtement, c'est pas bouleversant, mais la séquence se suit sans trop de déplaisir, c'est assez agréable. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu un coup de maître d'avoir pensé un truc comme ça. Alors peut-être que c'était plus évident à l'époque, au cinéma, de faire des scènes d'action coûteuses comme ça, en remettant, en grosso modo, oui, le montage, il faut que je m'explique là. Le montage académique de cinéma américain, c'était que chaque séquence redémarre. Il s'agissait pas de... Si le film était bon globalement, c'était bien, mais ce qu'on voulait, c'était qu'à chaque séquence, le spectateur reste accroché à son siège, et donc on n'avait pas peur de réintroduire tout un enjeu en plein milieu d'un film, dans la dernière partie, tout ça, dans les trois éléments, introduction, développement, conclusion, on allait recommencer quelque chose, et donc on rajoutait des éléments, il y avait de la réexplication, les personnages se reposaient, le film s'endormait un petit peu avant de remonter en intensité, et on sent vraiment ce lien de parenté dans le montage, notamment de Star Wars, avec l'introduction de tout ce qui se passe sur la planète Tatooine, le fait de réussir à fuir à partir de Tatooine avec les différentes embûches, machin, à s'enfuir avec Han Solo, machin, devant l'Empire. Ensuite, il y a le fait d'aller libérer Leia dans le vaisseau, et donc c'est tout l'enjeu de cette deuxième partie, la mort d'Obi-Wan qui est au milieu de tout ça, machin, blablabla, qui raconte un petit peu la profondeur du truc, mais grosso modo, ils arrivent à s'enfuir. On comprend que c'était une fin de l'Empire, et donc il va falloir attaquer l'étoile noire avec les plans qu'ils ont réussi à ramener, mais ils espèrent justement les détruire avant qu'ils puissent le faire, blablabla. Et donc il y a tout ce plan de guerre qui se met en place, la mise en place du plan de guerre, la tentative, les 2 premières tentatives et la réussite de Luke. Donc vous voyez à chaque fois une réintroduction littérale, avec la séquence notamment où on explique où se trouve le point faible de l'étoile de la mort, où il n'y a aucune question, tout le monde est en mode bon bah d'accord, le point faible il est là, on y va. Où c'est vraiment une scène qui fait typiquement liaison narrative, entre guillemets, mais dans le sens le plus froid du terme. Je vous laisse découvrir ça, et on sent clairement que dans le premier montage, il n'y avait pas assez d'effets spéciaux pour dynamiser la séquence, et c'est notamment une des séquences qui a poussé George Lucas à vouloir vraiment remonter le film et remettre des effets d'ordinateur à l'époque pour pouvoir dynamiser la vision 3D de l'étoile de la mort et rendre lisible ensuite ce qui allait se passer. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. Donc il y a cette idée d'avoir suivi cette gradation de films films de guerre, ça a beaucoup crédibilisé la séquence. Et le deuxième élément qui est plutôt bien foutu, c'est qu'en prenant ces montages de films de guerre, qui étaient du bon taf, je serais curieux de connaître les films d'origine d'ailleurs, faudrait que je cherche à l'occasion, ça a rendu lisible l'action, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire trop d'effets spéciaux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était juste ce qu'il fallait. On voit les vaisseaux se faire descendre quand il faut, les plans latéraux quand il faut, on a les plans qu'il faut quand il faut pour comprendre ce qui se passe, mais en même temps c'est un bon équilibre entre le point de vue des personnages, qui ne voient pas tout, et la lisibilité de l'action. Du coup on arrive à ressentir assez avec les personnages, avec notamment Leia qui est au centre commande, avec Luke qui est là, avec Han Solo qui finit par les rejoindre. Mais on arrive aussi à bien voir l'action pour comprendre facilement. Il y a un jeu visuel de répétition sur les formations notamment détruites qui est croisé avec le suspense notamment des viseurs des personnages, et à la fin Luke n'utilise pas le viseur, et c'est une bonne gradation aussi. Il y a 2 personnages qui utilisent les viseurs, ça marche pas, et Luke accepte enfin à ce moment là qu'il doit faire confiance à la force, même s'il n'est pas encore tout à fait prêt à être Jedi, et c'est là qu'on se rend compte qu'il est un Jedi, qu'il est en train de le devenir, et que ça sera développé dans le film suivant. C'est plutôt logique. Du coup c'est un climax efficace, mais surtout c'est un pionnier en termes de film d'aventure spatiale pour grand public. Star Wars 4, c'est vraiment
Oui, je suis un peu passé j'ai introduit ma conclusion comme ça, mais c'est un film qui a réussi à donner envie au grand public de voir des films sur l'espace et de se dire c'est amusant l'espace, on peut faire des trucs super fun. Alors jusque-là, le film de l'espace qui avait fait le plus de bruit, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, qui avait un ton et une construction beaucoup plus, beaucoup plus simple, métaphysique, métaphorique. Là, vraiment, on se disait, l'espace, c'est aussi un terrain de jeu. On peut s'éclater, on peut s'amuser. Et ça a ouvert... c'est ça la grande force de Star Wars, c'est d'avoir dit, on peut s'éclater en faisant des films dans l'espace, regardez comment on s'éclate. Et allez-y, éclatez-vous. Star Wars, je ne l'ai pas dit avant, évidemment, c'est un des premiers space opéra à avoir cartonné comme ça, à avoir osé créer un univers aussi large aussi. Plus les rééditions ont été faites et plus George Lucas a rajouté des créatures étranges, hétéroclites. Il voulait que son univers ait l'air immense, fou, fourni, fouillu. Et c'est une grande qualité, je trouve, des ajouts qu'il a fait dans les différentes versions, et notamment dans cette dernière version. Il y a vraiment des extraterrestres qui font cartoon, dessin animé, enfant, tout comme toute l'histoire autour des droïdes, dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui vise clairement à l'imaginaire généreux de l'enfance. Il y a aussi ça chez George Lucas. Il veut être proche d'un imaginaire enfantin. Il veut parler de sujets adultes, mais il veut dans ses films mettre tout un univers enfantin qui est un univers de rêve, tout simplement. Et en gardant ce pied dans le film pour enfants, il se permet, entre guillemets, de densifier son univers au point de le rendre presque par moments kitsch, effectivement. Et j'en parlerai dans d'autres films comme dans La Menace Fantôme. Mais aussi, il lui donne tout un... Il ouvre la porte, il dit on peut y aller, on peut rêver ici. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qui a touché le grand public un maximum à l'époque. L'espace est devenu un lieu d'aventure. On peut y aller, on peut s'éclater. Et ça, par contre, quand tu revois Star Wars, tu comprends ça. Tu dis ouais, effectivement, je vois le délire, mec. Tu avais envie de faire un univers dingue. Tu le sens, le manque de moyens dans la dernière séquence, il faut le dire. Ça sentait qu'il avait en tête une bataille spatiale beaucoup plus dingue qu'on aura finalement dans les films suivants. Mais... il y avait aussi ce manque de moyens. Mais je trouve que c'est bien géré. Même si on se rend compte dans la dernière bataille, on se dit mais pourquoi ils se défendent qu'avec 3 vaisseaux, l'Empire, pourquoi ils viennent pas avec 12 et qu'ils les éclatent pas vite fait. Enfin, il y a plein de choses comme ça où tu peux dire bon, ça jure un peu. Mais au-delà de ça, je trouve que la tension marche assez pour qu'on se dise écoute, tant pis, je prends. Allez, je rentre. Allez, on y arrive déjà. La conclusion, donc ma conclusion sur ce premier Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Eh ben... Je dirais que c'est un exemple viable de film classique, grand public, bien exécuté. C'est ça qui est impressionnant dans Star Wars. Tout le tournage, le cadrage, le montage, tout est très classique, mais ça fonctionne, c'est grand public et c'est bien foutu parce que ça le fait ça sait gérer les éléments classiques au bon endroit et ça sait mettre de la générosité au bon aussi. La réalisation est académique, certes, mais on est aussi sur un film dont la construction scénaristique est basée sur le livre de Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, qui est une théorie, grosso modo, c'est lui qui a mis en place la théorie du monomythe. C'est la théorie que tous les archétypes de héros, notamment en se basant sur la mythologie, il a montré qu'on avait toujours les mêmes types de héros qui revenaient sans arrêt avec les mêmes archétypes. Et c'est devenu un petit peu l'archétype de récit aristotélicien, si vous voulez connaître des théories. La théorie classique de la narration, c'est Aristote qui l'a mis en place, avec le chemin du héros, développement, conclusion, blablabla, la lisibilité, le fait que l'adversaire est souvent à la recherche de la même chose que le héros, et tout ça, et tout ça. Ici, c'est appliqué, certes, à la lettre, hein, quasiment, je vous renvoie à la vidéo de Randall, il y a quelques nuances, notamment sur le fait que le héros, normalement, devrait être confronté à la mort, c'est pas tout à fait le cas, il est confronté indirectement à la mort par la mort d'Obi-Wan, et d'ailleurs, de mon point de vue, il devrait beaucoup plus y être confronté par des gens de sa propre famille, notamment son oncle et sa tante, mais bon, peu importe. Mais grosso modo, ça suit plus ou moins cet archétype narratif qui est celui du monomythe, mais c'est surtout, ce qui est impressionnant, c'est que l'univers de ce premier film a l'air titanesque, et j'insiste, il est vraisemblable. Cette idée de futur usé donne un poids assez extraordinaire à tout ce bestiaire étrange, un peu certes enfantin, un peu goofy, mais c'est impressionnant comme le film donne de la place à une intrigue politique tout en ayant conscience d'être de l'entertainment. Toutes les séquences de discussion entre Tarkin et son ami Roté, c'est assez étrange. Je me dis, mais pourquoi c'est là ? On n'en a pas vraiment besoin. Si, on en a besoin. Parce que tu sens clairement dans le désir de l'auteur de faire une intrigue politique forte. Heureusement, il sait la mettre de côté. Le film sait faire preuve de légèreté. Mais c'est impressionnant en voyant le film maintenant à quel point ce côté, cette application de la théorie du monomythe, cette politique poussée mais efficace et ce futur usé, plus ce côté aventure généreuse avec ce trio qui est vraiment très sympathique, qui a bien vieilli, hein. Leia, Luke et Han, ça marche bien ensemble, avec les petits comic relief à côté que sont Chewbacca et l'excellent Alec Guinness. C'est un sacré bon business, hein. C'est toujours plutôt agréable de regarder Star Wars 4, tout simplement. Alors, il y a des défauts, malheureusement, le réalisme académique, c'est un peu froid. Comme je disais, le film n'est pas si bouleversant que ça, alors qu'il essaye
clairement de l'être. Le choix des implications émotionnelles est par moments vraiment étrange, comme je le disais. Hein. Luke, sa tante et son oncle, non. Alors que le mec que j'ai rencontré il y a 2 jours, alors là, oui, c'était mon mentor de toute ma vie. D'ailleurs, comme je le disais avant, hein, j'avais pas compris pendant des années l'importance de l'oncle et de la tante pour lui. Je pensais que c'était juste des gens qui l'avaient adopté. Non, c'est son oncle et sa tante, il a grandi avec toute sa vie, quoi. Bref, peu importe. Il n'y a pas un plan aussi Leia après la destruction de sa planète latin et la mort de ses parents adoptifs. Bon, bref, c'est vraiment des trucs, mais ça choque vraiment quand on voit le film maintenant. Tu dis, mais d'accord, bon, bah on s'en fout. Et c'est bizarre aussi parce que j'insiste sur ce point-là parce que Lucas est quand même plutôt efficace dans les dialogues. Ce trio est très sympathique globalement. Bref, comme je disais, il choisit ses moments d'épée du bon sens. Voilà, faut accepter ça pour pouvoir regarder le film un peu sans se dire bon bah tant pis, on va être un peu à l'extérieur malheureusement et on aura du mal à être d'accord avec les personnages, avec leurs priorités émotionnelles. Autre point, il y a aussi une approximation sur les personnages principaux qui jurent vraiment avec la suite de la trilogie. Encore une fois, Luke et Leia. Ça se calme dès le film suivant, mais quand même, je trouve que ça fait toujours bizarre. Et puis Dark Vador, qui est clairement trop en retrait, qui devient réellement badass sous la réalisation de Irving Kirchner dans l'Empire contre-attaque. Et c'est pas pour rien qu'on a la fameuse scène du « Je suis ton père » dans celui-là, mais j'en reviendrai au moment où je parlerai d'Irving Kirchner. Et pour le petit détail, il y a aussi toute l'histoire des droïdes, qui, comme je dis, est ce côté enfantin, ouvert, généreux chez George Lucas. Il adore cet univers-là, il va le conserver jusqu'au bout, et Dieu sait que je vais le critiquer, donc on a le temps. Mais personnellement, moi je suis pas très fan. Je trouve que ça alourdit un peu les films, je trouve pas ça très drôle, je trouve que ça a mal vieilli. Voilà, on verra dans les films suivants, mais de mon souvenir, à chaque fois qu'il a mis des trucs enfantins en pensant faire des trucs généreux, j'ai toujours trouvé ça un peu naze, un peu vain, un peu... On s'ennuyait, je trouve pas ça très drôle, et j'ai pas l'impression que les enfants se marraient des masses devant ces trucs-là. Il y a un petit côté merchandising mal foutu, vous voyez, film d'animation qui veut essentiellement vendre des poupées, là. Et j'aime pas trop cette sensation notamment parce que je comprends qu'ils veuillent garder ce côté enfantin, cet œil généreux, cet œil vif sur cet univers, mais en même temps, c'est tellement... c'est pas très drôle, c'est pas très... Ça prend un peu les enfants pour des idiots, vous voyez, dans le mauvais sens du terme, si je devais être un peu dur dans le sens où voilà, oh voilà, il y a des nounours, il y a un extraterrestre, il a une grande trompe, c'est drôle, vous voyez, c'est pas très fin, quoi. Je trouve dans l'humour enfantin que ça voudrait prendre. C'est les cascades, c'est les trucs, et quand il y aura les Ewoks dans le 3e film, vous allez voir, je vais lui tomber dessus, à bras raccourcis à tous les coups. Peut-être pas, peut-être que je vais changer d'avis, mais parce que le film était réalisé par Richard Marquand, donc c'est encore autre chose, mais on y viendra. Donc bref, c'est un truc qui, moi, je suis pas fan de ça chez George Lucas, donc voilà, on n'aime pas, mais c'est un petit détail, parce que je pense pas que ça dérange dans les films, c'est pas trop présent dans ce premier film en tout cas. C'est essentiellement utilisé pour créer du suspense. On verra dans les suivants. Et puis, pour la petite parenthèse aussi de détail, l'étoile de la mort qui explose comme un ballon, alors qu'elle a la taille d'une planète. Plus tôt dans le film, ils croisent une planète qui a explosé, il y a des débris partout. Là, l'étoile de la mort explose, ils rentrent tous, ils disent « Ouais, super !» Voilà. Sur la planète qui est juste à côté. Hein. Je crois qu'ils ont créé une pluie de météorites à eux tout seuls, mais bon, peu importe. Voilà, donc ce côté... La vraisemblance, ouais. Non, en fait, ça intéresse pas du tout Star Wars. C'est un peu limite ce que dans ma critique. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier Star Wars. J'espère en avoir fait un petit peu le tour, vous avoir donné une critique intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Que vous soyez pour, contre, quoi que ce soit, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Si vous êtes fan, encore plus, ça m'intéresse énormément. Si vous estimez que j'ai osé critiquer Anne Shot First et que je mérite d'être pendu, parlez, vous m'en parlerez. Je parlais bien sûr par les oreilles. Ouais, j'adore faire mon prude. Alors j'ai déjà dit des trucs hardcore dans les autres podcasts. Bon, peu importe. Merci beaucoup pour votre écoute. On va continuer bientôt ces rétrospectives. Je m'engage à finir la rétrospective avant la fin de l'année. Au pire, pas. Peut-être si j'arrive pas à finir les films avant le 9e, tant pis, mais je finirai avant la fin de l'année 2019. Je vous le dis, on passera pas en 2020 sans la fin de ces rétrospectives Star Wars d'un mec qui parle trop. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebook et ainsi de suite. Partagez, likez si vous voulez, mais surtout, dites-moi ce que vous en pensez, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.